Bonjour, aujourd'hui on continue notre leçon avec la poésie de la Renaissance. Cette période très importante de l'histoire littéraire française qui marque une évolution, surtout avec la redécouverte de l'Antiquité grâce aux poètes de la Renaissance. Donc, on commence notre leçon avec la naissance de l'essai. L'inventeur de genre, bien sûr, c'est Michel de Montaigne, 1533-92. Grâce à lui, surtout avec l'évolution de la pensée, bien sûr, qui se sont libérés des dogmes et des préconçus, l'essai a connu un grand essor à cette période. Et grâce, comme nous avons déjà dit, grâce à Michel de Montaigne, c'est une nouvelle subjectivité, une relation personnelle entre le moi et le monde. Et avec l'essai, on voit des notions comme l'écriture avec première personne de singulier, je, réfléchir sur soi, sur le monde qui nous entoure, c'est une conception. Soigner la forme de son écriture jusqu'à la rendre lyrique. Donc ces trois thèmes sont très importants pour l'essai. Pour les grands auteurs de la Renaissance, nous avons une évolution dans plusieurs domaines, dans l'écriture en général et dans la poésie, surtout avec quelques poètes qui ont marqué cette période et qu'on va citer dans cette présentation. Donc, les grands auteurs de la Renaissance, Erasme, comme nous avons par exemple Marguerite de Navarre, François Rabelais, et leurs œuvres, comme vous voyez, il y a Éloge de la folie, il y a Heptaméron, et il y a pour François Rabelais aussi Gargantua, Pantagruel, le tiers-livre, le quart-livre. En ce qui concerne la poésie, nous avons quelques poètes très importants, des poètes qui ont marqué cette période, qui ont fait ou présenté, ou qui ont présenté pour la littérature un mouvement très important qui est la Pléiade. Les poètes de cette période, les poètes célèbres de la Renaissance, nous avons par exemple Clément Marot, Ronsard, Joachim de Bellay, Louise Labbé, bien sûr il y a plusieurs d'autres, mais ce sont les plus importants. Leurs œuvres, comme c'est déjà marqué, cité dans le document, il y a les Antiquités de Rome pour Joachim de Bellay, le regret. C'est un recueil très important qu'il a écrit à Rome. Il y a pour Louise Labbé les sonnets. Il y a les amours pour Ronsard. Et pour Clément Marot, il y a Épître. Pour le XVIe siècle, comme nous venons de dire, il y a un mouvement très important, un mouvement qui a fait un grand important vraiment dans la poésie française. Ce mouvement, c'est la Pléiade. Et la Pléiade, le nom qui était emprunté par Ronsard, de la mythologie, bien sûr. Ce mouvement, c'est tout simplement c'est un regroupement de sept poètes dont faisait partie de Bellay, Ronsard, et il y a d'autres poètes qu'on va citer tout à l'heure. Avec ce mouvement, la Pléiade, nous avons une évolution, bien sûr, une importance donnée par les poètes de la Pléiade pour la langue française et pour la réputation de la langue française.
Pour la langue française, avec ces poètes, le but c'était illustrer la langue française. Et bien sûr, il fallait défendre la valeur de la langue française en la rendant à son tour illustre. Donc, c'est vraiment illustrer la langue française. Nous revenons, c'est un groupe, comme vous voyez, de 7 poètes. Et ils font de la poésie l'art le plus noble, tant qu'elle imite les anciens. Et écrire en français qu'on dénigrait encore, plutôt qu'en latin. C'est pourquoi De Bellay signe la défense et illustration de la langue française, l'œuvre bien sûr de Bellay, l'œuvre très importante de Bellay, défense et illustration de la langue française. Comme nous avons déjà dit, c'est Ronsard qui a choisi ce nom, la Pléiade, qui était emprunté à la mythologie grecque. Et il cherchait à donner à la poésie le prestige conféré traditionnellement aux lettres gréco-latines, ou latines. Pardon. Les poètes de la Pléiade, Ronsard, De Bellay, Étienne Jodel, Jean-Antoine de Bailly, Jacques Pelletier de Man, Rémy Bello, Pontus, etc. Ce sont des poètes, les poètes de la Pléiade. Et ce qui fait de la Pléiade un mouvement très important, c'est que ce mouvement se trouve en mi-chemin, entre l'humanisme et le nationalisme naissant. L'imitation de l'Antiquité. Que signifie ce thème? Bien sûr, ce qui fait la polémique envers ce thème, c'est que ce thème, l'imitation de l'Antiquité, était traité d'une façon très différente par les poètes et les écrivains du Moyen Âge. À la Renaissance, cette imitation prend d'autres chemins. Nous voyons que la tradition antique fut réactivée grâce à l'humanisme des 15e, 16e siècle. Non que le Moyen Âge n'en eût pas été marqué, bien au contraire, mais la perspective humaniste était radicalement différente. Donc la perspective humaniste était différente. À la Renaissance, ici nous comprenons l'idée. Quelle est l'idée des poètes de la Renaissance? À la Renaissance, on ne répétait plus. C'est ça le plus important. Ce n'est pas une répétition. On ne répète plus. On imitait. À l'imitation se pose toujours la conscience d'une distance. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il faut garder la distance. Il faut garder la distance. Illustrer la langue française. Ce thème ou cette expression qui a pris bien sûr de l'œuvre de Bellay, défense et illustration de la langue française, qui reflète l'idée qui a été très répandue, très défendue à cette époque, surtout par les poètes de la Pléiade. Que signifie illustrer de la langue française? Il fallait défendre la valeur de la langue française, bien sûr, comme nous venons de dire, en la rendant à son tour illustre. Tel fut le propos de défendre l'illustration de la langue française de Bellay. Enrichir néologisme. Nous avons ces deux thèmes aussi qui sont très représentatifs des poètes du mouvement de la Pléiade. Enrichir néologisme. Pour enrichir le français, on recherche alors les néologismes. Néologisme, c'est-à-dire trouver des mots, les mots de différents métiers, les thèmes rares, en même temps que l'on multipliait les images et les métaphores. Il fallait à cette époque renouveler la langue française et il fallait aussi inventer des mots nouveaux pour des métiers, dans plusieurs domaines, c'est pas seulement les métiers.
pour les termes rares, etc. Et la voix du poète ne chantait plus l'unité de la tradition antique et chrétienne comme au Moyen Âge. Maintenant, nous voyons que la voix du poète change. Comment change? Avant, surtout au Moyen Âge, le poète chantait la gloire chrétienne. Maintenant, non, ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est la gloire réciproque du roi et de son poète. Donc, le poète cherche ici, à la Renaissance, à chanter la gloire du roi et cherche aussi chanter sa gloire. Ce n'est pas le cas comme au Moyen Âge, quand le poète chantait la religion, tout simplement. Nous avons déjà cité ou mentionné plusieurs poètes importants de cette période, mais il paraît au premier rang le poète Clément Marot. Clément Marot, le poète français du XVIe siècle, fut au service de François Ier le roi. Il fut quelques années de prison. Et l'œuvre ou les œuvres importantes de ce poète, il a fait de ballades, Petit chapitre au roi et un rondo célèbre aux sonorités joyeuses et guillerettes. Pourquoi faut-il revenir? Pourquoi il faut mentionner? Pourquoi il faut citer? Pourquoi faut-il citer Clément Marot? Bien sûr, il faut citer Clément Marot parce que, comme c'est marqué, c'est parfois un poète lyrique. Mais c'est vrai que Villon, avant lui, avait une autre dimension. Mais Marot est avant tout un précurseur. Il a remis à l'honneur des formes poétiques qui avaient été oubliées. Le rondo, comme par exemple, et comme son rondo célèbre dedans Paris, ville jolie, un jour par sa mélancolie. Il est maître de l'épître, il est maître de l'épigramme. Bien sûr, l'épître, c'est une lettre en vers dans laquelle le poète le plus souvent demande quelque chose comme sortir de prison, de l'argent, etc. Donc, c'est une lettre dans laquelle le poète demande quelque chose, tout simplement. Pour l'épigramme, c'est un petit poème comme un rondo, mais à la fin, il y a un trait, un pic, comme dans le poème sur le juge Maillard. Il lui arrive aussi de composer des élégies poèmes pour célébrer la mort d'une personne ou même la mort de la nature. On lui doit aussi des chansons, c'est-à-dire des poèmes mis en musique et parlant le plus souvent d'amour. Donc, comme nous voyons, il y a plusieurs points qui sont en faveur de ce poète, ce grand poète à l'époque. Pour cela, il avait ou il méritait d'être cité parmi les poètes de cette période. Donc, nous voyons que dans ce poème, il y a 13 vers. C'est un amour dans ce poème. Le poète exprime son amour pour cette femme. C'est un amour sans relation charnelle. Un amour qui pourrait être plus spirituel. Il y a la ville qui est située, mais le temps spatial vague. On ne connaît pas le temps, on connaît des lieux. Il y a des lieux qui sont situés dans ce poème. Et il y a Paris, Italie, bien sûr. Le poète qui parle dans la première strophe, il prend alliance avec une gaie damoiselle.
qui est très jolie. Cette alliance était par hasard, un coup de foudre, il y a un coup de foudre. Euh, avec la deuxième strophe, on- le poète exprime la qualité morale, l'admiration envers cette jeune fille d'honnêteté. Elle était honnête, croit sur ma fantaisie que non, bon, elle est très belle. Il n'y a pas une femme qui est égale à sa beauté, à la beauté de cette fille aimée. Et pour la dernière strophe, il continue son portrait pour femme, cette femme elle-même. C'est une femme qui porte la perfection, au mystère, le charme, mais il ne nomme pas. Il dit que je ne vous la nommerai mi. Il nomme pas cette femme. Il préfère garder son amour secret pour elle. Ça pourrait être une sorte de respect de la femme, une maîtrise de soi. Je ne vous la nommerai mi, sinon qu'elle est ma grande amie, car l'alliance suffit telle par un de baiser que je d'elle, sans penser aucune infamie. Dedans pareil. Les deux derniers vers, les deux derniers vers dans la dernière strophe expriment la nature de cet amour spirituel. Aucune infamie, sans penser aucune infamie. Donc c'est un amour qui est pur, un amour sans penser à faire d'autres, ou sans penser à avoir de fruits de cet amour, de fruits charnels. Pour notre deuxième poétesse, c'est Louise Labbé. Cette femme, ou poétesse de l'école lyonnaise, une poétesse très importante aussi. Elle était avec Maurice Sauve, des poètes qui sont considérés comme précurseurs de l'école lyonnaise, une école à la ville de Lyon. Cette femme avait des œuvres, des sonnets, des élégies, le débat de folie et d'amour. Elle était une fille d'un riche cordier, Pierre Charlie ou Charlin, surnommé l'abbé. Elle reçut une bonne éducation à l'italienne, enseignement de l'italien, du latin, de la musique, fut instruite au maniement des arts. Bien sûr, elle a profité de la situation financière de ses parents, de sa famille, aussi de son mari, qui était également riche, pour continuer ses carrières littéraires et son éducation. Elle fut en revanche très réputée et appréciée des poètes de son temps. Elle était appréciée et réputée. Les poètes de son temps lui dédièrent de nombreux vers et chantèrent sa beauté. Elle était aussi une femme belle. L'œuvre de Louise Labbé, publiée intégralement en 1555, est composée essentiellement d'élégies et de sonnets amoureux qui furent écrits en 545-555. Ces poèmes d'une grande rigueur formelle se distinguent des œuvres contemporaines par leur ardeur, leur spontanéité et la sincérité des sentiments exprimés, en même temps que par une philosophie de l'amour d'inspiration platonicienne. Donc, cette femme, elle avait une spécialité dans la littérature française à cette époque, déjà par sa situation comme une femme, ensuite par sa beauté, ses relations, son éducation élevée. Elle avait de connaissances de langue. Elle aussi son appartenance à l'école lyonnaise. Et cette femme, elle était vraiment un symbole, une incarnation de la poésie féministe à l'époque.
Elle revendique pour la femme l'indépendance de pensée, la liberté de parole amoureuse et le droit à l'éducation. Donc, elle défendait dans cette thèse la situation de la femme. Poète féministe. À l'image d'autres femmes de lettres du XVIe siècle, Louise Labère revendiqua pour la femme l'indépendance de pensée. Donc, elle cherchait l'indépendance de pensée pour la femme, la liberté de parole amoureuse et le droit à l'éducation. Elle défendit cette thèse notamment dans un essai dialogué, le débat de folie et d'amour. Donc, elle a fait sur terrain ses idées. Elle n'a pas laissé dans la tête ses idées, mais elle l'a fait produire dans, dans une œuvre de débat de folie et d'amour. Son caractère indépendant et des rumeurs lui prêtaient une liaison avec un poète de la Pléiade, Magny, lui firent à tort une réputation de femme légère. Donc il y avait de rumeurs contre cette femme d'avoir une relation avec un des poètes de la Pléiade. Comme vous voyez, le texte c'est de l'ancien français. Donc le texte est écrit en français ancien. Et avec ce sonnet, il y a, comme vous voyez, il y a donc ce texte écrit en français ancien, ou ce sonnet écrit en français ancien, porte une idée très triste, des sentiments très tristes de cette poétesse qui déclare dès le premier vers, qui est également le titre, on voit mourir toute chose animée. Lorsque du corps, l'âme. Donc, il y a comment dire, supériorité et infériorité. Le, la poétesse déclare être le corps, tandis que la personne aimée ou son amant, c'est l'autre part, la meilleure part, qui est l'âme. Donc il y a une idée qui exprime qu'il y a deux parties. Il y a une partie physique et une partie spirituelle. La partie physique, c'est la partie qui concerne la femme, la poétesse, tandis que la partie spirituelle, c'est la partie qui appartient à la personne aimée, à son amant. Et normalement, la partie spirituelle est considérée comme une partie supérieure à la partie physique. Elle, dans la deuxième strophe, c'est clair que ne me laissez pas si longtemps parler pour me sauver. Elle demande de son amant de ne pas aller trop loin, de ne pas rester loin longtemps. Elle demande de rendre la moitié estimée, la moitié de l'autre personne aimée, c'est-à-dire elle demande de rendre l'âme au corps. Elle demande de rendre la partie spirituelle à la partie physique. Donc, il y a dans la deuxième texte, il y a des mots comme le hasard qui pourraient exprimer le danger, aussi la souffrance de l'absence de la personne aimée. Il y a dans la troisième strophe, mes faits amis que ne sont soit dangereuses, cette rencontre revue amoureuse l'accompagnant nos de sévérité. Il y a le désir de la réunion. Elle voudrait que la rencontre avec la personne aimée soit une rencontre douce et beau,
belle, agréable. Pour la dernière strophe, on comprend une idée qui pourrait être un peu optimiste. Nos de rigueur, mais de grâce amiable, que doucement me rend ta beauté, jadis cruel, à présent favorable. Donc, il y a un esprit optimiste. Cet esprit optimiste concerne ou pourrait concerner la rencontre finale entre la poétesse et son amant. Comme vous voyez, jadis cruel, à présent favorable. Joachim de Bellay, c'est un poète aussi très important de la période de la Renaissance, avec son recueil très célèbre, Le Regret, qui a été écrit à Rome dans la période de 1553 à 57. Dans ce poème qu'on va lire aujourd'hui, il y a dans son poème, il y a élégiaque, bien sûr. Il s'adresse à son ami Olivier de Magny, qui est aussi le dédicateur du recueil, qui séjourna également à Rome dans la même période de l'écriture de ce poème, de recueil aussi, presque. Ce sonnet peut être commenté comme un art poétique. D'abord, de Bellay énonce des principes poétiques quatrains, puis il les met en œuvre tercée. Strophes, comme vous voyez. Il y a 4 strophes. Il y a une idée, comme nous voyons. Cette idée, c'est une idée qui peint presque tout le recueil de Joachim de Bellay, tout le recueil de regrets. Cette idée triste, pessimiste, qui exprime un passé fertile et un présent stérile, un présent triste à Rome, tandis qu'un passé heureux et optimiste en France. Vu de soins ménagers dont travailler je suis, vu l'important souci qui sans fin me tourmente, et vu tant de regrets desquels je me lamente. Il y a des regrets, comme vous voyez, importants, et il y a cette déception. Il est désespéré, il exprime sa tristesse d'être désespéré. Tu t'ébannes souvent comment chanter je puis. Il y a cette déception, bien sûr. La seule chose qui l'empêche d'être triste, c'est qu'il chante. Il chante, quand, vous voyez, comme le 4e vers dans la première strophe, tu t'ébannes souvent comment chanter je puis. Donc, malgré toute la souffrance du poète, il arrive à chanter sa tristesse et chanter ses malheurs. Mais chanter, ici on entre dans la thèse-antithèse. Chanter pourrait être au contraire de la tristesse, mais pour le poète c'est une sorte de refoulement. Donc, nostalgie, il y a une nostalgie, puisqu'il y a le mot regret qu'on voit dans le 3e vers. Le mot regret vient toujours pour exprimer la nostalgie, et il préfère la vie d'avant, bien sûr. Le jeu explique bien. Le jeu est déjà présent aussi dans le 1er vers, dans le 3e vers, 4e vers. Et ce jeu exprime bien sûr le lyrisme, la présence du poète. Il est présent directement. Il présente sa vie, il présente sa vie en Italie, bien sûr, sa tristesse. Pour le 2e vers, je ne chante mais je pleure mes ennuis. Ici, nous avons l'idée claire. Donc, ces chansons, quand il chante, c'est pour qu'est-ce qu'il fait?
pour pleurer ses ennuis. Il pleure ses ennuis. Donc, c'est vraiment explicatif le terme ici. Pleurer ses ennuis, chanter, pleurer. Chanter pourrait être, comme on a déjà dit, une sorte de refoulement pour montrer ce qu'il a au fond de lui. Je ne chante pas, je pleure mes ennuis, ou pour le dire mieux, en pleurant, je les chante. Ici, il évolue ses idées. Il chante en pleurant, il chante. Si bien qu'en les chantant souvent, je les enchante. Voilà pourquoi Manu je chante jour et nuit. Donc, c'est une justification pourquoi il chante jour et nuit pour pleurer ses ennuis. Troisième strophe. Ainsi chante l'ouvrier en faisant son ouvrage, ainsi le laboureur faisant son labourage, ainsi le pèlerin regrettant sa maison. Donc la chanson ou chanter pourrait être un moyen bien utilisé par plusieurs catégories de personnes pour exprimer leur souffrance. Ainsi chante l'ouvrier en faisant son ouvrage, ainsi le laboureur faisant son labourage, ainsi le pèlerin regrettant sa maison. Donc, comme vous voyez, c'est toujours une justification. Le poète présente toujours une justification pour ces chansons. Mais bien sûr, chanter ici au sens figuré. C'est pas au sens propre parce que ici ça veut dire parler en poésie, réciter la poésie. Donc il n'est pas le seul qui a des regrets. Il y a d'autres, l'ouvrier qui a fatigué, le laboureur, il y a le pèlerin qui regrette la maison. Tous ces gens chantent, mais ils ne chantent pas en bonheur. Ils chantent leur malheur. Pour la dernière strophe, ainsi l'aventurier en songeant à sa dame, ainsi le marinier en tirant à la rame, ainsi le prisonnier maudissant sa prison. Donc, il confirme l'idée qu'il a déjà exprimée dans la troisième strophe, son idée que la chanson ou la poésie n'est pas un moyen de bonheur toujours, mais ça pourrait être un moyen pour exprimer le malheur qui crève ou qui occupe l'âme. Notre dernier poète, le poète qui pourrait être le plus important de cette période, Pierre de Ronsard, 1524-1585. Ce fils d'un chevalier a vraiment marqué la poésie française grâce à la diversité de sa poésie, grâce à la passion qu'il a donnée à sa poésie. Il avait une grande maladie, maladie très grave, qui le rend à demi-sourd. Il doit donc réorienter son avenir. Il s'installe à Paris en 1544 et c'est là qu'il contribue à former la Pléiade. Donc, et vraiment grâce à Pierre de Ronsard, la Pléiade a pu voir le jour. Il devient le poète le plus important du groupe avec Joachim de Bellay qui rédige en 1549 la défense et l'illustration de la langue française. Comme vous voyez, donc c'est vraiment le poète le plus important du groupe de la Pléiade et de la Renaissance. Et il devient en 1558 poète officiel de la cour avec le titre de conseiller et d'aumônier ordinaire de roi. Un grand humaniste, il était, bien sûr, Pierre de Ronsard, il était un grand humaniste.
Il veut une poésie inspirée de l'Antiquité, tant au niveau des thèmes qu'au niveau de la mythologie. Il renoue avec Homère, Virgile et Horace. Il prend un style savant, plein d'images. Il meurt le 27 décembre 1785. Donc, comme vous voyez, il n'a pas fait, bien sûr, pour dire, il n'a pas fait d'études littéraires régulières, mais il apprend sous l'influence de beaucoup d'écrivains, d'abord auprès de l'helléniste français Jean Dorat, qu'il a comme maître au collège de Coqueret. En fait, le collège de Coqueret, c'était un collège qui a pu voir beaucoup de poètes de cette période. Beaucoup de poètes importants, célèbres de cette période de la Renaissance, euh, ils ont fréquenté le collège de Cochrane. Donc, avec ce poème, nous voyons que le poète emploie plusieurs thèmes pour exprimer son amour pour la femme euh, qu'il cite dans le poème. Il y a bien sûr toujours, il y a le joug. Il y a le joug qui exprime le lyrisme. Le joug qui était ici dans ce poème prisonnier, est incapable d'exprimer son amour. C'est pour ça qu'il utilise dans le dernier vers de poème, dites-le lui pour moi. Il demande de la nature, de tous ces éléments qui étaient évoqués. Il demande d'être témoin aussi, de dire ou d'exprimer son amour pour la femme qu'il aime. Donc, quand vous voyez la première strophe, il emploie les éléments de la nature, le ciel, l'air, le vent, plein, mont, découverte. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a le ciel, tous les éléments, comment dire, forêt verdoyante, rivage de ressources ondoyantes, tous ces éléments qui représentent la nature, qui reflètent les éléments de la nature, tous ces éléments sont évoqués dans la première strophe et ces éléments sont employés par le poète pour être des témoins et également des porte-paroles. Il y a il s'adresse dans la première strophe, dans la deuxième strophe, il s'adresse à la nature pour devenir son interprète auprès de la femme aimée. Et vers, les 11 premiers vers, sont vraiment une description dans ces 11 premiers vers. Il y a une description de la nature. Nous voyons la description de la nature qui sont évoquent les éléments de la nature. Et la nature est amplifiée, bien sûr, avec les 14 vers. Plus vaste, le ciel. Nous avons le ciel qui représente l'élément le plus vaste, bien sûr. Et nous avons le plus restreint, représenté par le bouton. Donc il y a plusieurs éléments. Plus vaste, on passe de plus vaste jusqu'au plus restreint. La nature accueillante, il y a la couleur, il y a... Donc vraiment, c'est un poème très riche en ce qui concerne les éléments de la nature. Il évoque tout. Comme vous voyez avec la deuxième strophe, entre mousseux, à demi-front, ouvert, prêt, bouton. Il y a aussi l'élément bouton, l'élément le plus petit. Tout à fait au contraire de l'élément le plus grand, le ciel. Donc bouton, fleurs, herbe, rosevoyant. Vous voyez, tous ces éléments, c'est une multiplication des éléments de la nature pour renforcer l'idée du poète. Et puis, nous avons dans cette nature, en fait, si nous pouvons dire que on
s'adressant aux éléments de la nature, il s'adresse indirectement à la femme. Donc, c'est la femme qui est ciblée par cette recherche. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les plants, les mots, mais c'est la femme qui est ciblée par le poète. Comme vous voyez avec ici troisième vers, troisième strophe, pardon, quatrième strophe. Comme nous avons déjà dit, les 11 premiers vers sont des éléments ou des vers qui représentent vraiment la nature à laquelle le poète s'adresse pour exprimer son amour. Dernière strophe, il y a le je qui apparaît très clair. Je vous supplie. Donc maintenant, on comprend le message du poète. Qu'est-ce qu'il veut par les trois premières strophes? Qu'est-ce qu'il a voulu en évoquant les éléments de la nature? Ici, l'idée devient très claire avec la quatrième strophe. Je vous supplie, ciel, air, vent, mont et plaine, tailles, forêt, rivage et fontaine, entre prés, fleurs, et maintenant, avec le dernier mot, quel est le message? Dites-le lui pour moi. Donc, c'est ça le message du poète. Il demande de ces éléments, il demande de la nature de dire à sa bien-aimée qu'il l'aime, tout simplement. Avec l'Ode de Ronsard, nous avons trois strophes. Première strophe, qu'on appelle strophe. Deuxième, anti-strophe. Et troisième strophe, c'est les podes. Et bien sûr, l'idée est très claire avec la première strophe, une invitation. Le poète présente une invitation pour sa bien-aimée mignonne. Il lui demande d'aller voir la rose qui vient d'être née ce matin. Et il décrit avec le troisième vers, il décrit cette fleur, sa robe de pourpre soleil. Il y a une personnification. Il donne à la fleur des traits d'une personne. Cette fleur porte une robe de pourpre au soleil. Elle perd cette vêpres, à point perdu cette vêpres. Les plis de ça, il y a des plis pour la robe, comme une robe d'une femme. Il y a des plis pour cette robe pourprée. Son temps au votre pareil. La comparaison dans le dernier vers, une comparaison entre la bien-aimée et la fleur. La comparaison avec le temps. En son temps, le temps de la fleur, au vôtre. Vôtre, c'est la bien-aimée. Donc, il y a une comparaison entre la fleur et la rose. La bien-aimée. Donc, une première strophe qui représente une invitation et une personnification. Et une comparaison, bien sûr. Pour la deuxième strophe, là, vous voyez comme un peu d'espace. Mignonne, elle a de la place. Là, c'est beau, c'est choix. Nous avons dans cette strophe l'idée qui a vraiment occupé une grande partie de la pensée du poète, parce que cette idée a été reflétée dans plusieurs poèmes. Ce n'est pas seulement dans ce poème. Il y a aussi dans Mon ami la rose, un poème aussi très célèbre pour Pierre de Ronsard. Dans ce poème aussi, il reflète et il présente les mêmes idées, le même esprit. Cette idée de la fuite du temps, de la fuite de la jeunesse, et de l'invitation de profiter du moment
pour ne pas perdre la jeunesse, pour ne pas perdre la joie de la jeunesse. Donc avec la deuxième strophe, il y a l'as, le premier mot qui représente le regret du poète. Le regret pourquoi? Parce que avec un peu de temps, la fleur, toujours en parlant de la fleur, ici, la fleur perd en peu de temps sa beauté. Elle meurt. Las, ses beautés, les séchoirs ont vraiment marathon. Il y a ici une accusation contre la nature. Il appelle par marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que de matin jusqu'à soir. Donc là, il considère la nature comme responsable de la mort de la fleur. Et pour la dernière strophe, il y a ce qu'on va voir donc. Donc représente bien sûr avec cette strophe un résultat ou une conséquence. Quelle est la conséquence que le poète cherche à montrer à sa bien-aimée? C'est il voudrait présenter un conseil. Donc si vous me croyez mignon, tandis que votre âge fleurant en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Donc il fait aussi une comparaison, mais une comparaison qui vise à présenter un conseil à sa bien-aimée. Ce conseil, c'est qu'il faut cueillir votre jeunesse. Il faut profiter de votre jeunesse parce que vous allez perdre votre jeunesse, votre beauté comme cette fleur en peu de temps. Comme vous voyez, donc ce poème qui porte trois strophes porte également plusieurs idées. On peut dire trois idées essentielles. Première idée, dans la première strophe, l'invitation. Deuxième idée, dans la deuxième strophe, il y a, à côté de l'invitation, il y a la vieillesse. Et dans la dernière strophe, il y a le conseil. Il y a, avec tous ces éléments, il y a d'autres idées comme la personnification, bien sûr, il y a la comparaison, etc. Merci pour votre attention.